Oui, bien, bonjour à tous ceux qui viennent de nous retrouver. Je vous propose de commencer. Oui, c'est bon, j'ai mon micro d'activer. Je vous propose de commencer. De toute façon, ça va être à l'introduction. Ça va nous laisser le temps à tous de nous retrouver. Euh, je suis du coup Chloé Guillaume, référente de la communauté autonomie et qualité de vie à l'Université de Lorraine. Et plus précisément, du coup, au sein de la direction d'entrepreneuriat et des partenariats sociaux économiques. Et du coup, la communauté que je gère et que du coup, on va vous inviter à rejoindre si vous le souhaitez par le lien qui va être déposé dans le chat. Ça va vous permettre d'être informé des derniers événements et publications. J'en profite aussi pour vous inviter à poser vos questions dans le chat qui est géré du coup par Laure-Élise Briouat, qui est référente de la communauté RSU. Et on tâchera d'y répondre au mieux pendant cet événement. Et si il y a trop de questions et si on n'a pas le temps de le faire, les questions et les réponses surtout seront intégrées à l'article de synthèse qui vous sera transmis la semaine prochaine sûrement. Ce webinaire, du coup, est le premier d'une nouvelle série que nous avons décidé de nommer les rendez-vous UL Connectés pour faire référence à un réseau qui est interne à l'université et qui se veut à votre disposition en fait pour faciliter les échanges entre des acteurs du territoire et les différentes composantes de l'université. Et du coup, l'équipe de ma direction, donc la dépasse, se joint à moi pour ce lancement et qui, on espère, rempli de succès. Aujourd'hui, on est heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point sur un enjeu sociétal qui est la sédentarité. En effet, en septembre 2019, il y a déjà un atelier qui a été organisé de réflexion professionnelle qui s'intitulait La sédentarité, une évolution pour l'humanité, un fléau pour l'homme au travail. Et cet événement qui a été organisé par l'université, mais aussi par l'ARSEG, que nous avons le plaisir de retrouver encore une fois pour cette organisation. Cette association, du coup, l'ARSEG, qui a 45 années cette année, enfin qui a 45 ans cette année plutôt, regroupe 2200 membres et à peu près 120 collaborateurs, 120 adhérents sur le territoire Grand Est. Et pour votre parfaite information, l'ARSEG propose des études et documentaires sur l'environnement du travail, le confort et le bien-être au travail, la prévention de la santé au travail, des fiches pratiques, des cahiers des charges et un mensuel Workplace Magazine qui est un véritable pont et trait d'union pour les adhérents. Et du coup, depuis le premier confinement, donc bientôt un an déjà, l'ARSEG et l'université organisent des événements et du coup des événements 100% en ligne, des événements digitaux pour rester connectés et puis pour informer les membres des différentes communautés. Et la mission qui a été confiée à la DEPAS est de contribuer en fait à renforcer l'impact économique et sociétal de l'université sur le territoire autour de 3 grands axes d'innovation. Donc, ce sont les mutations industrielles, l'entrepreneuriat et les transformations sociétales. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faciliter du coup les échanges entre universitaires, entrepreneurs, artistes, artisans, usagers, décideurs politiques pour renforcer partenariat et collaboration. Et du coup, pour ce faire, et en s'appuyant sur le slogan de l'université Faire dialoguer les savoirs, c'est innover, la DEPAS vous propose cet événement qui est un temps fort des communautés, comme vous l'aurez remarqué, et qui constitue une occasion privilégiée de croiser les points de vue. Et pour revenir du coup dans le vif du sujet, sur l'objet de notre événement, nos 5 intervenants se proposent de réfléchir sur la thématique de la sédentarité au travail et son environnement. Et nous avons le plaisir de les accueillir. Alors, ils vont se présenter chacun de leur côté, mais nous avons Mathieu Castéran, Morgane Collas, Jérôme Dinet, Virginie Ducrot et Annick Noël. Et du coup, je laisse la parole à Mathieu Castéran s'il veut bien prendre la main. Merci Morgane, bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Et puis merci pour cette invitation du coup à cette session. Du coup, Mathieu Castéran, moi je suis maître de conférence à l'UFR des sciences fondamentales de Metz
Je suis responsable de la formation en sciences du sport à l'Université de Lorraine et puis plus particulièrement justement de la spécialité en activité physique adaptée et santé. Donc c'est aussi un peu ce rôle-là. Et je suis chercheur au laboratoire lorrain de psychologie et de neurosciences de l'Université de Lorraine. Et ce matin, on va dire que je suis aussi ici présent pour pouvoir vous présenter un peu un projet qu'on a déjà mis en place avec l'Université de Lorraine autour de la sédentarité, avec un des services de l'université, l'agence comptable, et puis en relation avec la direction, la logistique interne et puis et le laboratoire. Super, merci Mathieu. Morgane, je vous laisse prendre la suite. Donc, Morgane Collas, directrice d'AGB Solutions Grand Est, qui est un cabinet de conseil et de formation en santé, sécurité et conditions de travail. Et on est basé bien sûr dans le Grand Est, mais aussi donc en Île-de-France, en Grand Ouest et en Rhône-Alpes. Donc l'objectif, c'est accompagner les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité dans l'amélioration durable des conditions de travail de leurs salariés. Merci Morgane. Jérôme, si tu veux prendre la suite. Merci, bonjour à toutes et à tous. Un grand bravo et un grand merci de nous offrir l'opportunité d'échanger. Si on est là aussi pour présenter ce qu'on fait, on est aussi là pour recueillir les attentes et puis les points de vue des autres participants. Donc vraiment un grand merci. Donc moi, Jérôme Dinet, je suis professeur en psychologie et je suis également le directeur du laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences. C'est un gros et beau laboratoire installé principalement sur Metz et Nancy. Et l'une de nos spécialités, c'est pas la seule, mais l'une de nos spécialités, c'est tout ce qui concerne plutôt les aspects évaluation, à la fois des aspects bioméca, physio, électrophysio, comportementaux et attitudinaux des individus dans leur lieu de travail. Donc à la fois l'évaluation, mais aussi tout ce qui concerne l'accompagnement des modifications, notamment les modifications environnementales, qui peuvent permettre de modifier le comportement des individus. Et là, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci Jérôme. Virginie, je vous laisse prendre la suite. Ton micro est coupé. Oui. Je suis ravie aussi de cette rencontre organisation. Moi, je travaille avec Annick Noël, qui se présentera après, qui s'occupe de toute la région Nord-Est. Et moi, je suis basée un petit peu plus à l'ouest que vous, puisque je suis à Lille, précisément sur le site de Ouescal, en tant que RH, mais également ancienne présidente de CHSCT quand on avait encore des instances de ce type sur notre site. Et donc, en charge de l'accompagnement individuel comme collectif de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Donc à ce titre, de veiller à la fois au corps, dans le cadre de la sédentarité, mais également au côté psychique, au bien-être psychique de nos collaborateurs et au lien social. Merci Virginie. Merci Virginie. Donc je suis Annick Noël, je suis responsable des ressources humaines sur la région nord-est d'AXA, qui va de Lille à Strasbourg en passant par Dijon et Paris. Déjà, je vous présente tous mes meilleurs voeux. Je salue les collègues de l'ARSEG qui sont présents aussi. Alors, bon, moi, je laisserai souvent la parole à Virginie parce que Virginie connaît bien ces problématiques, même si nous partageons beaucoup autour de ce sujet, mais de façon très, très concrète. Et je pense qu'on est toutes les deux ravies d'être présentes ici parce que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue partagés, croisés sur un sujet qui nous préoccupe quand même beaucoup. Merci. Et puis, du coup, on est ravis aussi tous de vous avoir autour de cette table ronde virtuelle. Pour rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, je crois que Jérôme, vous voulez faire une petite introduction sur l'enjeu qu'est la sédentarité et puis sur la lutte qui y est associée. Oui, merci beaucoup. Effectivement, alors c'est vraiment une toute petite introduction, c'est plutôt en guise de réflexion personnelle basée aussi sur l'examen de la littérature scientifique. Tout à l'heure, Chloé, tu rappelais effectivement qu'il y avait un premier séminaire qui s'intitulait La sédentarité au travail, une évolution pour l'homme, un fléau pour l'humanité. C'était un titre volontairement, on va dire, provocateur, parce qu'effectivement, si on reprend l'histoire de l'évolution de l'humanité, l'humain, depuis nos anciens ancêtres, Homo sapiens, etc., l'humain a toujours cherché à développer des outils ou des techniques ou des dispositifs pour faciliter son travail. Donc ça peut être le développement des outils, etc. Bon. Et paradoxalement, on voit bien qu'au fil de l'évolution humaine, aujourd'hui, nous en sommes la preuve aujourd'hui,
ce que l'humanité recherchait comme étant une progression importante, c'est-à-dire faire le minimum d'efforts pour travailler, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient une vraie préoccupation de santé publique. Donc c'est tout le paradoxe de voir que quelque chose qu'on a poursuivi comme étant un Graal à atteindre, bah, finalement aujourd'hui on en est malade. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément aussi, on en avait parlé l'autre fois rapidement entre nous, c'est une petite remarque aussi, c'est que ce qu'on appelle par exemple les troubles musculo-squelettiques, ou les douleurs physiques, etc., ont longtemps été étudiées, surtout dans le domaine de l'industrie. Alors, quand je dis industrie, industrie lourde, secteur automobile, industrie pétrochimique, etc., et à juste titre, parce qu'il y a vraiment des vraies douleurs. Et puis, en fait, tout ça fait que le secteur tertiaire est passé un petit peu à côté de toute l'attention, et notamment des chercheurs. Et c'est relativement récent qu'on s'intéresse maintenant à tous ces publics qui ne font pas un travail physique dur, hein, on n'est pas en train de pelleter ou d'utiliser des marteaux-piqueurs, etc. Mais on se rend compte que de rester assis derrière son écran, ça développe aussi, c'est propice au développement de troubles à la fois physiques et aussi psychiques. Je pense que les collègues ici en parleront, du stress, des choses comme ça. Et puis le troisième élément, c'est juste une petite phrase que j'ai retrouvée dans un article que je relisais hier, un article d'une étude britannique qui dit en fait, finalement, c'est le travail qui crée la sédentarité. Et j'ai trouvé que cette phrase était intéressante parce que du coup, on se dit, bah zut, alors, pour régler le problème de la sédentarité, il faudrait supprimer le travail. Donc, je ne pense pas. Et voilà, donc c'était vraiment, je trouve que cette phrase, c'est le travail qui crée la sédentarité. Je trouve que c'est vraiment ça le cœur du problème, parce que finalement, et je pense que ça va être l'objet aussi de ce séminaire ce matin, c'est comment on fait finalement pour lutter, aider, et ça va être vraiment ça, je crois, la principale difficulté. Voilà, c'est vraiment en guise d'introduction. Merci Jérôme. Et Morgane, du coup, c'est vrai qu'on aborde beaucoup la sédentarité sous la forme du travail, mais il est quand même aussi important de rappeler que c'est une dimension qui englobe d'autres aspects du travail. Ouais, tout à fait. En fait, comme vous le disiez Jérôme, l'évolution des modes de vie dans nos sociétés s'est traduite par une augmentation des comportements sédentaires, mais que ce soit justement dans la sphère privée, notamment avec le boom des nouvelles technologies, Internet, mais aussi les jeux vidéo, la télévision à la demande qui a accru justement ce phénomène de sédentarité. Lors des trajets aussi, puisqu'ils sont principalement motorisés, ou les transports en commun aussi. Et enfin, ce qu'on parle le plus en général, le milieu professionnel, avec un accroissement des postes de travail fixes, donc bureaux, tertiaires, mais aussi en industrie parfois. Et quand on parle en fait sédentarité au travail, on pense tout d'abord au travail sur écran en continu, rencontré par de plus en plus de professions, le tertiaire comme je disais, mais aussi le milieu médical, médico-social, tout ce qui est administratif, les architectes, la finance, il y a énormément de secteurs d'activité. Et ensuite, on pense aussi au travail sur écran en télétravail en ce moment surtout, puisqu'il est en pleine expansion évidemment ces dernières années, dû aussi aux évolutions des technologies qui permettent de retrouver ses outils de travail, ses dossiers, de garder le lien avec ses collègues, et encore plus évidemment avec le confinement, enfin la crise sanitaire qu'il y a actuellement. Mais il y a aussi, en fait, en plus justement de ce travail sur écran, de ce télétravail, il y a aussi de nombreux autres métiers où la sédentarité est aussi élevée et dont on ne pense pas forcément de prime abord. Donc, par exemple, tout ce qui est conducteur d'engins, donc tout ce qui est routier, les conducteurs de bus, de train, les pilotes d'avion, etc. Et puis tout ce qui est aussi travail de précision, donc joaillier, horloger, chirurgien, laborantin, etc. Et on voit en fait, au niveau des secteurs d'activité, en tout cas, on est assez surpris, puisqu'il y a une étude qui a été réalisée en 2015 qui montre les secteurs justement d'activité avec le plus fort taux d'employés sédentaires. Et il y a 3 secteurs qui ressortent, et c'est assez étonnant, puisque les plus sédentaires sont finalement la santé, l'énergie et l'agriculture, l'agroalimentaire, où on retrouve dans ces 3 secteurs 23% des employés qui sont véritablement actés comme sédentaires. D'accord, merci Morgane. Annick, Virginie, comment cette problématique du coup de la sédentarité, elle se manifeste dans l'environnement de l'entreprise AXA? Alors AXA est une société d'assurance, vous savez, pour faire simple, on va dire qu'on a la moitié de nos salariés qui sont des commerciaux et l'autre moitié qui sont des administratifs, c'est-à-dire des gens qui sont sédentaires.
Bien sûr, lorsque on met en place les analyses pour pouvoir aboutir à notre document unique, vous savez que c'est le document qu'on doit mettre à jour très très régulièrement, on sait que le risque principal pour nos commerciaux, c'est le risque routier. Et pour les sédentaires, finalement, c'est tout ce qui tourne autour de la problématique du stress, Jérôme l'a dit, et de la sédentarité. Les TMS sont une préoccupation puisque effectivement tous nos administratifs passent, je dirais, leur vie devant leur écran, puisque aujourd'hui, je dirais, la majeure partie de nos activités s'appuie uniquement sur des outils dématérialisés, très peu de papier. Et donc forcément, chacun est arrivé à son écran. Alors pendant des années, on a réfléchi à ça. Jérôme disait, les chercheurs ne se sont pas intéressés au sujet, mais nous, on s'y intéressait beaucoup quand même, avec les services de santé au travail, avec des ergonomes. Et en fait, on a multiplié les consignes sur la posture, sur la qualité des sièges, sur la qualité des écrans, voilà, tout ce qui tournait autour des éléments matériels. Mais j'avoue que la problématique vécue maintenant depuis le 13 mars dernier est venue complexifier les choses, parce que jusque-là, on s'intéressait au poste de travail, bien sûr, dans nos sites, et maintenant, on a la problématique du poste de travail à domicile. Or, vous le savez, on ne peut pas aller visiter chaque poste de travail pour voir si nos collaborateurs sont bien installés. Or, on le sait, certains sont installés sur la table de la cuisine, d'autres sur la table de salle à manger, certains sur leur lit. Nous sommes aujourd'hui en full télétravail. Même si on a mis à disposition des écrans, du matériel informatique, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, je dirais le sujet de la sédentarité prend une dimension beaucoup plus importante et je l'avoue, plus inquiétante encore. On parlera peut-être des moyens tout à l'heure et des solutions qu'on a trouvées dans l'autre monde, celui d'avant. Maintenant, il va falloir qu'on invente des solutions pour le monde d'après. Mais ce sera peut-être un point qu'on évoquera ultérieurement. Oui. Est-ce que Virginie, vous voulez peut-être compléter les propos d'Annie ? Non. Super, merci à vous. Et du coup, Mathieu, vous l'avez mentionné dans l'introduction, vous avez été sollicité par l'agence comptable de l'université. Est-ce que c'est possible de rentrer un peu plus dans le détail de cette sollicitation, s'il vous plaît ? Oui, en effet, c'est un projet qu'on a appelé Activité physique, santé et bien-être au travail, avec ces 3 composantes qui vont être importantes pour ce projet, et qui a été initié en fait par la direction de la logistique interne et puis par l'agence comptable, par leurs 2 directeurs qui ont justement cette préoccupation. Et c'est aussi intéressant que ça vienne du haut, cette préoccupation, pour qu'on puisse justement pouvoir mettre en place plus facilement aussi ce type de projet. Et ce projet, il part d'une préoccupation un peu globale, justement, cette santé et ce bien-être des collaborateurs du service. Et c'est suite à différents échanges, on a pu intégrer des étudiants qui sont en master en activité physique adaptée et santé sur Metz pour justement travailler sur ce projet-là, et où l'objectif était justement de permettre une augmentation de l'activité physique, permettre de maintenir, voire d'augmenter ce niveau de santé et de bien-être des collaborateurs de cette agence comptable. Et sachant qu'on est sur 2 sites, on est sur Nancy et sur Metz, et les problématiques, on va dire, de lieux, de personnes, de toutes ces choses-là sont totalement différentes. On n'a pas du tout les mêmes adaptations, on va dire, à mettre en place sur ces 2 sites. Et pour résumer très vite, on va dire, les grandes étapes d'un tel projet, on va dire que la première et la plus importante, c'est déjà de présenter quelque part ce projet par le directeur de l'agence comptable, pour qu'il puisse sensibiliser dans un premier temps ses collaborateurs comme lui l'est aussi. On est passé par une seconde phase de présentation, on va dire aussi, et de sensibilisation à ce qu'est la sédentarité, l'inactivité physique, toutes ces problématiques liées justement à l'activité. Et puis dans un troisième temps, on est arrivé un petit peu plus loin où il y a eu une immersion au sein du service
parce que c'est tous des métiers qui sont différents, le travail est différent, on ne le connaît pas forcément, on ne se rend pas forcément compte aussi de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait. Donc ça a été important. Et puis on est passé par une phase de diagnostic qui a dû être changée parce qu'avec la chance qu'on a, à chaque fois qu'on a voulu mettre quelque chose en place, il y a eu un confinement qui est arrivé. Et du coup, on a fait une phase de diagnostic plutôt à distance. Donc il existe pas mal d'outils pour ça, pour les questionnaires, pour le bien-être, la santé, pour l'activité physique. Même si on aurait préféré pouvoir faire des mesures objectivées d'activité sur le terrain, on va dire. Donc si on n'a pas de nouveau confinement, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra mettre en place, mais on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Et puis on a une phase derrière qui est importante aussi. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, c'est de faire un bilan à tous ces collaborateurs, de leur expliquer ce qu'on a trouvé, quel est, on va dire, l'état global du service. Est-ce qu'on a identifié des points clés, soit sur l'activité, soit sur le bien-être, pour justement répondre aussi à leurs préoccupations. Et puis, pour finir, on a un temps où justement d'échange avec les différents volontaires, parce que ce projet est sur le volontariat des collaborateurs. Ça aussi, c'est un point important. Et on échange sur des solutions, sur des envies, sur de l'activité, sur ce qui pourrait être mis en place pour avoir des espaces plus dynamiques, sans forcément avoir un consensus, parce que c'est pas le but dans un premier temps, mais c'est d'exploiter toutes les possibilités pour qu'on puisse mettre en place ces solutions et refaire un temps, on va dire, d'évaluation pour voir si justement ces outils sont utilisés correctement. Est-ce qu'on a réussi à dynamiser aussi les personnes qui souhaitaient pouvoir participer à ça, et accueillir tous ceux qui n'étaient pas forcément volontaires au départ, mais qui souhaitent par la suite pouvoir utiliser tout ce qu'on aura pu mettre en place. Voilà en gros ce projet qui continue encore cette année. Donc c'est pour ça que j'espère que quand on va pouvoir tout mettre en place, on ne sera pas à nouveau confiné. Sinon, on va dire qu'on aura eu toutes les chances avec nous sur ce projet. Merci Mathieu. On a une question, alors j'invite nos intervenants qui veulent y répondre à y répondre. La digitalisation et la sédentarité ne font pas bon ménage? Oui, Bernard, j'ai vu ta question. C'est vrai que le fait qu'on ait tout dématérialisé et qu'on n'ait plus de papier, tout simplement, les personnes ne se lèvent plus pour aller chercher un dossier dans une armoire. Tout à l'heure, peut-être qu'on parlera de certaines solutions, mais il y a quelques années, nous avons décidé donc chez AXA de supprimer les imprimantes, de mettre en place des office printing, donc un lieu, un endroit unique où on peut aller à la fois scanner, imprimer, etc. Et on a fait ça à la fois pour des raisons d'économie, il ne faut pas se leurrer, mais aussi pour que les gens se déplacent, se lèvent et se rendent aux machines, les médecins du travail incitant les gens à se déplacer. Il a fallu convaincre les personnes de se rendre aux office printing. On a fait la même chose avec les poubelles aussi, j'en profite. Les gens n'ont plus de poubelles à leur poste de travail et on a mis des poubelles à un endroit situé à plusieurs mètres de leur poste de travail et ils doivent se déplacer pour aller jeter leurs déchets à la poubelle. Ce sont des petites choses, mais des petites choses qui obligent finalement les personnes à se déplacer. Si je peux me permettre aussi pour compléter les propos d'Annick, c'est effectivement de très très bonnes solutions. Ce que dans le jargon on appelle des nudges, c'est-à-dire c'est comment modifier le comportement de l'individu sans lui dire faites comme ça. J'aurais envie de répondre aussi à Bernard. Digitalisation, pour moi, c'est pas la digitalisation qui est le problème, parce que tout dépend de l'usage. Je vais prendre un contre-exemple. Il y a certains publics pour lesquels la digitalisation est un facteur crucial de mouvement. Par exemple, toutes les personnes qui sont à l'IT, ou les personnes, on a plusieurs projets dans le laboratoire qui sont hors travail, mais auprès des publics en EHPAD, qui sont des personnes qui souffrent aussi d'une sédentarité importante. Et en fait, on se rend compte que certains environnements numériques donnent prétexte à faire bouger ces gens-là. Donc, en fait, le numérique n'est pas la cause de la sédentarité. Parfois, on l'accuse de tous les maux, mais c'est plutôt l'usage du numérique qui est important. L'autre fois, je crois que c'était Morgane qui évoquait aussi toutes ces choses du type les montres connectées, les applications, qui sont aussi des outils numériques. Et tout dépend de l'usage qu'on en fait. Mais certaines montres incitent au mouvement.
Et voilà, donc c'est vraiment plus que le support, c'est l'usage que l'on fait du support qui est important, me semble-t-il. Et je rajouterais que c'est un usage individuel, puisqu'à chaque fois qu'on met en place des changements, que ce soit les photocopieurs, que ce soit les poubelles, on se heurte à une résistance très très importante, la résistance individuelle de chacun face à des habitudes. Voilà. Donc c'est vraiment une question comportementale individuelle à laquelle on est confronté. Comportementale, et puis moi j'avais rajouté la dernière fois aussi que ça avait un lien aussi avec les moyens mis à disposition, c'est-à-dire est-ce qu'on a une charge de travail tellement importante que ça peut nous freiner justement sur tous les petits temps qui sont perdus finalement à ces déplacements d'entreprise. Donc il y a aussi l'organisation du travail qui joue potentiellement des fois sur les freins. Tout à fait. Merci à vous. On va en profiter du coup pour répondre à la deuxième question. Est-ce qu'il serait possible de rappeler ce qu'on entend par le terme vraiment sédentarité au travail? Est-ce qu'il y a une définition derrière pure et dure? Alors, il n'y a pas forcément une définition pure et dure de la sédentarité au travail, mais de la sédentarité, où c'est vraiment une dépense énergétique qui est proche de zéro, ou alors avec un temps d'inactivité qui est vraiment long et qui est vraiment important sur une journée entière. Si on prend un exemple au travail, en général, ça va être le temps passé assis devant un écran, qui va être un bon indicateur aussi. Le temps de coupure entre ces temps d'inactivité, parce qu'il ne faut pas oublier que même si vous travaillez, on va dire 7 heures dans la journée et que vous passez 6 heures et quelques assis dans la journée, quand vous rentrez chez vous, vous êtes peut-être de nouveau assis devant la télé et puis après, vous allez dormir aussi. Donc on a un temps d'inactivité cumulé sur la journée qui peut être assez important et c'est réussir à diminuer quand on le peut, donc au travail par exemple, ces temps d'inactivité ou diminuer la longueur cumulée de ces temps d'inactivité, on va dire. Et pourquoi pas avoir une dépense énergétique en même temps augmentée, ce qui permettra de limiter la sédentarité, de passer vers de l'inactivité physique et puis petit à petit être actif, on va dire. Merci. Du coup, la sédentarité, c'est un fait qui est important, comme vous l'avez expliqué, dans l'espace du travail, qu'il soit réalisé dans le cadre de l'employeur, donc sur le lieu de travail, mais aussi chez soi. Et avant de démarrer toute lutte contre cet enjeu, il est important aussi d'en prendre conscience, comme vous l'avez dit. Et la question de la responsabilité se pose. Est-ce que c'est l'institution qui doit initier un travail dessus ou ce sont les discours des collaborateurs qui méritent plus d'attention? Et du coup, Annick et Virginie, se pose pour vous la question de proposer des actions. Et vous l'avez évoqué. Alors, quand on dit qu'on s'est la dernière fois, en fait, c'est parce qu'on a déjà on a une première, une répétition générale. Et la dernière fois, vous avez évoqué la responsabilité propre des collaborateurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, sachant qu'on a une responsabilité d'employeur et une attention, même, je dirais, à titre, donc, au titre en tant qu'employeur et même individuel. Moi, je suis très attentive à ce qui se passe pour chacun de nos collaborateurs. On a évoqué ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui fait réagir certains de nos collaborateurs. C'est est-ce qu'on fait de l'ingérence dans leur vie personnelle quand on leur propose des choses? Jusqu'où on va dans ce qu'on propose? Donc en fait, on a proposé des activités sportives le midi sur le site. On a mis en place par exemple des cours de pilates et de sophrologie, donc des séances une fois par semaine. On a proposé des marches autour du site le midi avec pourquoi pas un pique-nique, un sandwich, en associant ça avec des activités un peu, des associations. Et dans tous les cas, on a des gens qui sont partants. On a des gens qui sont complètement résistants et qui nous disent « mais de quoi vous vous mêlez? Si j'ai envie de marcher, si j'ai envie de faire du sport, je ne vais certainement pas le faire avec mes collègues et je ne vais certainement pas le faire sur le site. » Et d'autres qui sont un peu à se demander, à se dire « moi j'aimerais bien qu'on me propose des choses, mais je n'ai pas le temps, ou je ne prends pas le temps, ou je n'ai pas envie, ou bien si je vais, j'aimerais bien que ce soit plutôt de telle heure à telle heure, j'aimerais bien qu'on me force un peu parce que de moi-même. » Donc en fait, on a toute cette... je dirais, comme toujours avec l'être humain, on ne peut pas faire de généralité et jusqu'où on va. Donc, je ne dis pas qu'on a répondu à la question. On fait des propositions systématiquement, mais on ne sait pas si on sera suivi ou pas. Et on continue à mettre des choses en place. Aujourd'hui, peut-être Annick, tu veux préciser sur les nouveautés en cadre de confinement?
Oui, c'est vrai que depuis qu'on est en full distanciel, hein, puisque ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous, pendant toute cette année, nous sommes en full distanciel, c'est-à-dire tout le monde est en travail à la maison. Il y a eu juste la petite période de vacances, hein, des grandes vacances. Et donc, depuis le confinement, et connaissant déjà cette problématique de sédentarité et étant déjà conscient, parce qu'on faisait déjà quand même pas mal de télétravail dans l'entreprise, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette à disposition des gens de façon volontaire un certain nombre de ressources. Et donc, on met à disposition un outil qui est en accès simple pour tous nos collaborateurs pour qu'ils puissent aller chercher des solutions pour se faire aider, par exemple par le sport, par des activités ludiques, en suivant des conférences, en participant à des ateliers autour de personnes ayant la même problématique. On anime nous-mêmes, Virginie anime des sessions avec les personnes. Très, très sincèrement, je pense que nous sommes dans une période où nous avons tout à inventer. Parce qu'on est en train de vivre quelque chose de très différent. Virginie insistait bien sur la responsabilité de l'employeur, bien sûr, mais la responsabilité aussi du salarié. Et je dirais que lorsqu'ils sont dans un site, lorsqu'ils sont sous nos yeux, sous notre regard, on peut faire des propositions, on peut leur demander aussi ce qu'ils veulent faire, etc. Mais lorsqu'ils sont à distance, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et on voit les dérives. On voit les gens qui ne cessent pas de se connecter du matin au soir. On voit les gens qui cessent toute activité sportive. Tout à l'heure, Mathieu parlait de sédentarité, mais physique. Il y a des gens qui sont collés à leur siège. Et je dirais que là, on est en train de travailler sur ce sujet, de faire des propositions tâtonnes. J'ai envie de rebondir sur la question, là, en parlant de gestion du temps et de ce que disait Morgane tout à l'heure, en disant que bien sûr, il y a la responsabilité individuelle aussi, mais le travail qui est donné aux collaborateurs. Et en fait, il y a une grosse partie de notre boulot aussi, nous, en tant qu'RH, c'est de manager les managers. Moi, j'incite fortement à dire, mais arrêtez de coller des réunions entre midi et 14 heures. Éventuellement, mettez carrément des rendez-vous Teams en disant à vos collaborateurs, va donc marcher, temps pour marcher, temps, voilà, temps mort, on fait rien, on va marcher, on va se promener, on va prendre l'air, on va faire une cure de vitamine D. Moi, je me bats vraiment pour que les gens, c'est pour ça que j'ai toujours une image un peu d'extérieur, parce que les gens d'eux-mêmes se disent, mais non, moi j'ai trop de boulot, je ne peux pas me décrocher de mon écran, ou d'autres me disent, mais il faudrait le dire à nos managers. On le dit aux managers, on le dit même actuellement, décrochez-vous même à 4 heures et reprenez votre boulot à 5 heures si vous voulez, profitez des périodes où il fait jour. Enfin, voilà, ça c'est vraiment ma croisade, c'est sortir prendre l'air pour tenir dans la durée. Et Virginie a raison d'aborder la question des managers. On a parlé de la responsabilité de l'employeur. On a énormément accompagné nos managers sur le télétravail, puisqu'on a mis ça en place il y a maintenant plusieurs années, pour les aider à manager à distance, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que tout ce travail qu'on a fait, c'était très bien, mais aujourd'hui, nos managers sont confrontés à ce sujet véritablement inquiétant de la sédentarité, parce que certes, on voit si les gens sont connectés ou pas, mais est-ce qu'effectivement ils se donnent du temps, comme le dit Virginie, pour aller s'aérer, et il faut qu'on arrive aussi à embarquer les managers sur ce sujet et à leur donner aussi des moyens, des outils pour pouvoir inciter leurs collaborateurs à prendre ce temps. Merci. Et du coup, pour faire suite, il y a effectivement cette question sur le rythme. Est-ce qu'il y a un bon rythme pour lutter contre la sédentarité? Alors, il faudrait diminuer au maximum les temps d'inactivité longs. Il faut réussir vraiment à arriver en dessous des temps d'inactivité qui soient consécutifs de moins de 2 heures, ça c'est sûr. Parce que là, on a des temps qui sont vraiment trop importants. Et l'idéal, c'est qu'on arrive à... Après, ça dépend du travail, ça dépend du poste de travail, parce qu'on va avoir différents types de contraintes aussi. C'est d'avoir des courts temps, on va dire, d'activités qui vont vous permettre déjà de vous mettre debout, ou alors de vous mobiliser, qu'il y ait un retour veineux, qu'il y ait une élimination des déchets, que l'on puisse irriguer les muscles, que l'on puisse faire un peu tout ça, sachant que bouger, c'est aussi bon pour votre cerveau, hein. Quand vous allez bouger, faire une activité, du coup, votre cerveau
va être davantage irrigué en sang, en oxygène, en tout ça, donc c'est important aussi. Je ne connais pas exactement les recommandations. J'ai vu dans les questions qu'il y avait plusieurs méthodes Pomodoro qui étaient proposées, et où là, on doit s'arrêter, je crois, c'est toutes les 20-30 minutes à peu près. Sauf que de temps en temps, on a certains travails qui vont nécessiter un temps plus conséquent sur une même tâche. Donc, je ne sais pas s'il y a une bonne solution. La bonne solution, c'est dès que je peux me lever, il faudrait que je me lève. Les recommandations, c'est tant que je peux être actif, il faudrait que je sois actif, en gros, de toute manière. Pour compléter les propos de Mathieu, effectivement, par rapport par exemple, la méthode Pomodoro, effectivement, c'est une méthode, c'est un exemple qui est cité, qui consiste à faire du fractionné. Hein. Si je reprends une métaphore sportive, donc on est à fond sur une tâche pendant 20-25 minutes, pause 5 minutes, on reprend, etc. Ça dépend, comme l'a dit Mathieu, certaines tâches ne s'y prêtent pas. Donc, il y a certains secteurs d'activité, certaines tâches. En fait, la méthode Pomodoro marche si c'est une monotâche. Mais si on est certaines professions, justement, leur force et leur productivité vient de leur capacité à faire du multitâche. Donc, si on fait du multitâche, la méthode Pomodoro marche plus très bien. Et puis, l'autre facteur aussi, c'est le facteur individuel. Ça a été répété plusieurs fois tout à l'heure, et je rebondis là-dessus. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la latitude décisionnelle. C'est-à-dire que si l'employé, tout le monde sait, je pense, si les choses sont top-down, c'est-à-dire que ce sont des choses qui viennent d'en haut, avec des injonctions fortes venant de la hiérarchie, il y a très peu de chances que ça marche, parce que, vous savez, c'est comme, là aussi Mathieu pourra en parler mieux que moi, mais manger, bouger, fumer nuit gravement à la santé, donc toutes ces injonctions-là, ça marche pas. Ça marche pas parce que il faut que l'individu se sente et perçoive une latitude décisionnelle. Il faut que le comportement, le changement comportemental vienne de lui. C'est pour ça que c'est très très long à modifier le comportement des individus. Et très souvent, on a pu montrer, même sur d'autres secteurs, notamment de la santé publique, que, par exemple, si je prends par exemple le port de la ceinture dans les automobiles ou le tri des déchets, quand on a incité, on expliquait aux gens, on disait aux gens, il faut trier vos déchets, ça marche pas très bien, ou il faut mettre votre ceinture, ça marche pas très bien. Là où il y a eu un impact positif, c'est quand on a commencé à expliquer aux enfants, aux très jeunes enfants, qu'il fallait mettre sa ceinture. Pourquoi? Parce que pourtant, les gamins, a priori, ne conduisent pas. Enfin, je ne pense pas, j'espère pas. Mais du coup, c'est quand le petit dernier, il est derrière et qu'il voit son père ou sa mère qui ne met pas sa ceinture. Et quand le petit dernier dit à son père ou sa mère, dis donc, t'as pas mis ta ceinture, là, indirectement, on se sent responsable en termes de, il faut que je montre le bon comportement. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on traverse la chaussée. Regardez quand les jeunes parents, accompagnés de leurs enfants, tiennent leurs enfants par la main et avant de traverser la chaussée, et il y a le petit qui dit, eh ben, le petit bonhomme, il est rouge, il ne faut pas traverser. Donc, du coup, comme c'est, je me sens en quelque sorte responsable d'une bonne démonstration d'un bon comportement, je modifie mon comportement. Mais voilà, il suffit de regarder quand les adultes, quand il n'y a pas d'enfants dans leur entourage, autour de la chaussée et que le petit piéton il est rouge, les gens traversent. Et quand il y a un gamin dans l'environnement, il y a un petit coup d'œil toujours et on se dit, ah, il faut que je fasse gaffe parce que je suis en train de montrer à l'enfant quelque chose qui est peut-être pas si bien que ça. Donc du coup, des fois, c'est pas forcément l'injonction descendante qui est la plus forte, mais c'est vraiment comment amener et faire rentrer le comportement, même une fois dans les domiciles. Je reprenais aussi l'exemple du tri des déchets. Hein. Pourquoi on apprend à trier les déchets aux très jeunes enfants? Alors, bien sûr parce que ce sont eux les futures générations, mais c'est aussi parce qu'on sait que c'est eux qui ont un regard dans la famille important. Donc je pense que voilà, c'est des petites astuces qui peuvent être une façon de faire rentrer des bonnes pratiques au sein des familles via les enfants. Et du coup, là, dans tous les exemples que tu as donnés, il y a d'autres facteurs qui ont un rôle. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont un rôle sur la sédentarité dans l'environnement du travail? Alors, par exemple, je me permets, comme j'avais, mais je passerai la main à mes collègues qui sont largement plus experts que moi là-dessus, mais ce qu'on appelle, je pense que l'un des principaux leviers sur lesquels on peut faire bouger les comportements, c'est la modification de l'environnement. Annick l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que en modifiant l'environnement de travail, de fait, je modifie l'organisation du travail
et donc les comportements individuels et collectifs. C'est ça aussi, c'est que je change aussi le travail. Et ces choses-là, des fois, ça, alors, je ne sais pas si je peux le faire, si ça marche en copier-coller mais il y a plein de trucs, entre guillemets, rigolos qui sont faits pour modifier le comportement des... Je ne sais pas si je fais ça, si ça passe. Non, ça passe. Si, voilà. Donc là, je l'ai mis dans le chat. Ce sont des exemples, comment en modifiant, c'est un petit peu long à passer, c'est une image, comment en modifiant l'environnement, en fait, les gens sont libres de suivre ou pas la modification environnementale. Mais là, je vous ai mis des petits exemples avec sur les escalators, il y a juste des pieds dessinés qui apparemment sont statiques et puis des pieds dessinés qui apparemment suggèrent un mouvement. Et ben, c'est amusant, entre guillemets, c'est amusant de voir que ça a un impact. Alors, ça a un impact, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire c'est extraordinaire, ça change le comportement de tout le monde, pas du tout. Hein. Il y a des gens, surtout en France, ça peut être des fois un peu plus compliqué, où le respect de la norme collective est un peu plus compliqué, mais c'est exactement ça. C'est un très bel exemple de nudge. Encore une fois, ce n'est pas la solution idéale, mais vous savez, c'est comme dans tous les domaines de santé publique. Hein, si on arrive à changer un tout petit peu de comportement d'un tout petit faible échantillon de la population, c'est gigantesque rapporté à la population parente totale. Et si je rajoutais aussi, Jérôme, il y aurait peut-être l'accompagnement aussi des personnes. Là, c'est plus pour l'activité physique, où certains ont besoin d'être accompagnés pour pratiquer. Et ça, c'est un point aussi important dans le changement de comportement, on va dire, là, de l'activité physique. Et un dernier point, il y a aussi le droit, on peut dire le droit à la déconnexion qui va un peu avec ce que vous disiez aussi, Virginie et Annick. C'est-à-dire que beaucoup restent, par exemple sur le temps de midi, restent pas trop loin de leur téléphone, pas trop loin de l'ordinateur, au cas où ils auraient une injonction de leur manager, par exemple. C'est ça. Donc ça peut aussi jouer en tout cas dans le fait de ne pas être finalement assez libre pour aller se balader une demi-heure, par exemple, entre midi. Donc ça doit jouer aussi quand même un petit peu sur cette sédentarité. Je me permets de lire le texte qu'on vient de recevoir. Bonjour, en Allemagne, les médecins, souvent, au lieu de prescrire des anti-inflammatoires et antidépresseurs, remboursent des séances de sport dans les salles de fitness. J'ai l'impression que chez nous, on trouve peu de salles de sport, à part les associations qui proposent souvent qu'une séance de sport par semaine. Pourquoi le sport n'est-il pas plus développé et pourrait-il être prescrit? Encore faudrait-il qu'il y ait beaucoup de structures qui proposent du pilates, du yoga et de la danse. Et je me permets juste à savoir que le sport peut être prescrit sur ordonnance par certains médecins. Et s'il y a des intervenants... C'est un peu plus compliqué que ça, en effet, parce que le sport sur ordonnance, la prescription, en gros, on sait que l'activité physique, c'est bon pour la santé depuis plus de 2000 ans. Voilà. Dans la loi française, la prescription de l'activité physique, c'est rentré en 2016. Donc on a 2000 ans de retard, on va dire, sur ça, même si on le sait. Pourquoi? Parce que derrière, si on prescrit, il y a un remboursement. Et actuellement, c'est le côté qui coince, on va dire. C'est comment financer le sport sur ordonnance. Pour la région Grand Est, je vais vous donner un petit exemple. Actuellement, c'est le dispositif PrescriMove, qui est la prescription de l'activité physique sur ordonnance pour les personnes qui ont une ALD, donc une affection de longue durée. Et on rembourse en gros les deux séances d'évaluation des capacités physiques. Et c'est une prescription qui va pour 8 séances et un remboursement à hauteur de 100 €. Ça, c'est ce qui se passe dans le Grand Est. C'est rien par rapport à ce que ça coûte. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont aussi des publics défavorisés qui vont avoir besoin de cette prescription d'activité physique et de ce remboursement. Mais ça coûte cher. Strasbourg l'a fait en tout premier et avait beaucoup impulsé l'activité physique et la prescription, mais ça leur revient cher aussi, donc il y a des choses qui s'arrêtent au fur et à mesure. Par contre, il y a de plus en plus de réseaux sport-santé qui se développent. Et par exemple, en Moselle, il y a le réseau Moselle Move qui a été développé et qui est porté aussi par le département, par l'ordre de Moselle des médecins, l'ordre de Moselle des kinésithérapeutes, les enseignants en activité physique adaptée et la faculté, notre département STAPS, où le but c'est qu'on puisse rembourser jusqu'à 20 séances d'activité. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va initier un vrai comportement de responsabilité dans je vais faire une activité physique
et je vais pouvoir aller m'orienter vers des clubs qui ont des créneaux qu'on appelle sport santé. Donc pour l'instant, il n'y en a pas dans tous les clubs, parce que c'est des formations supplémentaires, et toutes les fédérations n'en ont pas, mais elles sont en train de se développer petit à petit. C'est en train de se faire, mais il y a encore du travail. Mais tu as raison, et pour compléter ce que dit Mathieu, et pour rebondir sur la remarque de Cathy, qui est une très très bonne remarque, c'est qu'on sent bien que là, on est sur une dimension beaucoup plus sociétale et économique. Faut se l'avouer aussi, il y a un modèle économique particulier. En France, j'imagine qu'il y a des médecins dans la salle virtuelle, en France, la santé est surtout vue du point de vue correctrice. C'est-à-dire que même nous, quand nous allons voir notre médecin, notre psychologue, notre dentiste, ce que vous voulez, quand on va voir un professionnel de la santé, c'est quand on ne va pas bien. C'est-à-dire que la vision proactive de la santé est très rare en France. Ce n'est pas dans notre culture. Dans d'autres cultures, peut-être en Asie, mais alors il y a d'autres soucis, mais ce qu'on appelle l'hygiène de vie et une approche beaucoup plus anticipatrice et proactive de la santé est beaucoup plus importante. Mais chez nous en France, le modèle économique de la santé, je vais le dire un peu crûment, mais plus vous êtes malade, vous avez un être malade pour nos laboratoires de santé, parce que c'est la maladie qui génère les revenus. Ce n'est pas la santé. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément aussi, c'est que, évoqué entre nous autrefois, c'est qu'en France aussi, alors en Allemagne, je ne sais pas, mais en France, effectivement, quand on parle sédentarité au travail et qu'on pense l'inverse, on pense sport. Et le sport, dans notre culture, est connoté souffrance. Quand on vous dit aux gens faire du sport, ils pensent transpirer, se faire mal, courir, nager longtemps. Alors que lutter contre la sédentarité, ce n'est pas forcément tout ça. Ça peut être juste un peu bouger, juste changer son alimentation, juste prendre l'escalier et pas l'ascenseur. Mais c'est parce que en France, mais ailleurs je ne sais pas, mais le sport est plutôt connoté négativement chez nous. Même si il y a beaucoup d'efforts et les mentalités commencent à changer. Mais vous voyez, quand on parle de salle de sport, le sport est rarement attaché à la santé. Aujourd'hui, ça va changer avec les nouvelles générations d'enseignants dans les collèges et lycées, mais c'est encore plutôt connoté négativement. C'est ça, on préférera, on va dire, parler d'activité physique plutôt que de sport. On peut... Pardon, Mathieu. Allez-y. Oui, non, je voulais rajouter, quand on parle de sport, on peut aussi parler tout simplement de marcher. Marcher, prendre l'air. Et tout à l'heure, on associait les outils digitaux à la sédentarité. Moi, je trouve de plus en plus d'expériences où les gens peuvent faire une réunion en marchant, puisque comme ils ont leur outil Teams sur leur téléphone avec des écouteurs, ils peuvent tout à fait écouter une réunion ou une conférence en marchant. On peut tout à fait aussi imaginer, moi j'ai encouragé certains managers à faire l'entretien d'appréciation en marchant à distance en plus, avec un masque. Voilà, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui vont se développer. Après, il y a effectivement toute la responsabilité de l'employeur, accident du travail, est-ce qu'on a le droit de sortir, etc. Tout ça, c'est un peu nouveau, mais je pense qu'on peut aller vers ça aussi, parce que marcher, c'est déjà, c'est pas du sport, mais c'est un sacré bien-être. Et on a des commentaires dans le chat qui vont dans le même sens. Et du coup, à noter toutefois, la pratique d'une activité physique de loisir n'aura pas ou relativement très peu d'effet sur les conséquences néfastes liées au fait de passer un long temps en posture assise avec une faible dépense énergétique, ce qu'on appelle le comportement sédentaire. Inactivité physique et comportement sédentaire sont deux facteurs de risque distincts. C'est ce que j'avais prévu justement d'expliquer par la suite. Donc je vais le faire maintenant. C'est que aucune posture, en fait, si elle est prolongée, n'est bonne de toute façon pour la santé. Et il faut aussi comprendre donc, que changer de position n'est pas du tout égal à être en mouvement. Donc c'est la même différence, on vient de le dire en fait, entre activité physique et sédentarité. Donc vous pouvez très bien faire un footing 2 heures par semaine, mais avoir le reste du temps un comportement totalement sédentaire. Et l'important en fait est d'avoir une activité la plus diversifiée possible et la plus répétée en termes d'activité physique possible. Je rejoins en fait ce que Mathieu disait tout à l'heure, d'avoir le temps de sédentarité en fait le plus réduit possible à chaque fois, avoir finalement des pauses très très répétées. Et en fait, les effets délétères de la sédentarité sont observés assez indépendamment justement du niveau d'activité physique qu'on peut avoir sur la semaine. Donc il y a une étude qui a estimé qu'il faudrait en fait réaliser
1 heure 15 d'activité physique modérée à intense tous les jours pour compenser à peu près les 8 heures de comportement sédentaire. Donc ça ne sert à rien en fait de faire une grosse activité physique, par exemple 1 fois par semaine, mais c'est vraiment de privilégier des petits moments de changement de position, de pouvoir remettre en place le mouvement circulatoire avec des mouvements réguliers plutôt que de se dire je fais du sport tous les samedis matins. Ça va pas jouer en tout cas sur la sédentarité. Et pour casser justement cette sédentarité de façon plus fréquente, on le disait tout à l'heure, les nudges ou les montres connectées qui permettent ou qui proposent de vibrer toutes les 30-45 minutes, vous obligez à vous mettre en mouvement. On l'avait dit la dernière fois que c'était pas forcément une excellente idée, en tout cas que ça ne fonctionnait pas sur le moyen ou le long terme. Puisque ça agace et au bout d'un moment, on ne se lève même plus, on finit par désactiver l'option. Donc finalement, c'est un peu comme la cigarette. Si vous mettez un patch mais que vous n'avez pas la motivation d'arrêter de fumer, de changer vos habitudes, vous allez vite revenir à vos usages précédents aussi. Et alors, on a une question sur les structures associations qui existent à ce jour. Alors, c'est sur le Bas-Rhin permettant de mobiliser les étudiants en matière d'activité physique. On n'a peut-être pas de réponse sur le Bas-Rhin, mais est-ce qu'il y a des structures plus globales qui permettent de faire ça, alors présentes en Meurthe-et-Moselle, mais aussi dans d'autres régions de France? Alors, pour les étudiants? Oui, là, c'était pour les étudiants, mais même peut-être de façon plus générale aussi. Pour les étudiants, il y a le SUAPS, le sport universitaire, quand on a une capacité à pouvoir le faire. Actuellement, les contraintes sanitaires font que c'est beaucoup plus complexe, mais en temps normal, il y a le sport universitaire qui le permet. Vous avez aussi, en général, si vous êtes dans des grandes villes universitaires, vous avez pas mal de clubs qui permettent d'accueillir les étudiants. Et ensuite, ça dépend si c'est vraiment une activité sportive que vous recherchez ou plutôt simplement une activité physique ou alors une activité physique en lien avec la santé. Parce que là, il faudra s'orienter vers des clubs avec des licences sport santé ou des créneaux sport santé ou alors des salles spécifiques qui ont par exemple des enseignants en activité physique adaptée qui permettent justement de prendre en charge des personnes avec des problèmes de santé personnels, des problèmes de santé qui nécessitent un suivi et une personne qui est formée pour vous proposer une activité qui va vous permettre de lutter contre votre pathologie ou de vous aider ou de ne pas l'accentuer, on va dire. Sur le Bas-Rhin, il doit y avoir des réseaux sport santé aussi et il doit y avoir le sport universitaire, le SUAPS, au niveau de l'université de Strasbourg ou d'autres types d'universités, je pense. Merci. Et du coup, pour revenir sur le travail à l'agence comptable, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des stratégies individuelles selon les collègues et selon les activités? Alors c'est ça, on ne peut pas proposer quelque chose de global qui fonctionne pour tout le monde, ça ne fonctionne pas. On a comment dire, des solutions à mettre en place qui vont être spécifiques déjà au lieu, parce que vous n'êtes pas au même endroit. Une solution n'est pas applicable pour toutes les entreprises et pour un même métier. Parce que ça va justement, si c'est comment dire, une entreprise qui est peut-être isolée de différents lieux sportifs, ça va être un peu plus compliqué. S'ils sont en plein centre-ville, ça va être aussi compliqué. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont devoir se penser. Il y a des adaptations qui peuvent se faire sur le lieu de travail en direct, avec des espaces. Si je prends l'exemple à Nancy, on devrait pouvoir avoir des salles qui vont permettre de faire une salle un peu plus dynamique, réunion dynamique, ou des choses de ce type-là, une salle plus détente, et puis des adaptations, pourquoi pas, dans les bureaux avec des boîtes à outils de ce qu'on pourrait faire. Par contre, si je prends le site de Metz de l'agence comptable, on n'aura pas forcément une salle de disponible, mais on va pouvoir aménager les espaces différemment. Et sur le site de Metz, on a la chance d'être aussi sur l'île du Saulcy avec le plan d'eau qui n'est pas très loin. Et on a un environnement extérieur, quand on n'est pas au mois de novembre jusqu'à février avec de la neige ou de la pluie, qui est plutôt très agréable pour pouvoir faire une activité physique, se promener, faire des activités aussi sur le plan d'eau, pourquoi pas, parce qu'il y a un club qui permet de faire des activités aussi nautiques cette fois-ci. Donc il existe pas mal d'aménagements qui sont faisables, mais l'intérêt c'est vraiment aussi d'accompagner en créant quelque part des boîtes à outils ou alors en ayant des intervenants ponctuels qui vont venir expliquer comment on utilise ou comment on peut procéder avec certaines techniques de relaxation, de sophrologie, de yoga, toutes ces choses-là, pour que par la suite la personne ait cet automatisme et sache utiliser certaines techniques elle-même.
Et on peut noter également que parfois certaines activités peuvent être préconisées qui ne sont pas connotées activité physique. Mais par exemple, on pourrait très bien imaginer la constitution d'un club photo. Et un club photo, c'est quoi? Bah, ça veut dire que les gens sortent et vont photographier les essences végétales, les animaux, peu importe. L'idée aussi, c'est quelque chose, là, tout à l'heure, on parle beaucoup, et on a raison, on insiste beaucoup sur les aspects biomécaniques, physiologiques, de santé. Mais je pense que ce qui est important aussi dans l'activité physique, c'est le partage. Et je pense que ces temps euh, de partage sont importants. Par exemple, je voyais dans le chat, c'est important. La marche, pourquoi la marche, par exemple la marche nordique, mais même la marche on va dire, plus tranquille, se développe autant? C'est parce que les gens, c'est pas juste marcher pour marcher, c'est marcher pour partager un temps, pour discuter, échanger, juste prendre du temps pour soi. Alors, même, il y a des fois des activités qui peuvent prêter à sourire. Là, il y a quelques temps, se développent, vous savez, ces activités où on fait des câlins aux arbres. Alors, bon, ben, alors je ne sais pas si, je sais pas, là, mais ce qui est important, on voit bien que c'est le ressenti, c'est le décrochage de l'activité professionnelle pendant un laps de temps qui est des fois assez court, mais c'est aussi le partage avec d'autres. Et je pense que ça, c'est aussi une dimension importante. Euh, c'est pour ça que les gens peuvent se retrouver par exemple en salle de sport enfin, ou dans les clubs. C'est pas simplement l'accès au matériel que les gens recherchent. On voit bien que c'est aussi l'appartenance à une communauté. Il faut juste trouver la bonne communauté qui convienne à chacun d'entre nous. Je pense que c'est aussi important la dimension collective et partage. Et alors, pour faire suite à ça, on a une question pour Virginie. Est-ce que vous avez réussi à maintenir la participation des salariés aux sorties marche dans le contexte actuel? Alors non, pas du tout, puisqu'on est à 100% télétravail. En revanche, nous avons maintenu le lien social par ce qu'on a appelé des conversations. Et ces conversations, sur lesquelles on pensait avoir 2 ou 3 personnes, hier on était 50. 50 personnes connectées sur un site de 500 personnes. Et sur lesquels on échange exactement sur ce genre de sujet, comme si on était à la machine à café. Et hier, on a tout simplement échangé, ça va vous faire sourire, mais des photos de chiens, parce j'encourageais encore à la marche et au fait de bouger. Et on disait, mais si tu veux, je te prête mon chien. Et finalement, la moitié des gens avaient un chien ou un animal et s'envoyaient des photos en disant c'est un excellent moyen pour sortir, marcher le matin, le midi, le soir. Donc en fait, par ces petites conversations, ça permet aux personnes qui se disent moi j'ai pas envie de bouger, ou bien personne ne va bien, personne n'a envie de sortir, personne ne veut faire du sport en ce moment, de se dire quand je dis personne, en fait je parle de moi, mais là j'entends 49 autres personnes qui, elles, trouvent des petits moyens pour sortir de chez elles et pour marcher. Donc on encourage, mais on ne fait rien de manière collective pour l'instant. En revanche, on peut proposer des sports par l'outil Zoom, puisqu'on a des cours de pilates qui étaient proposés sur le site. Hop, continue ses cours. Donc, on a une vingtaine de collaborateurs qui, tous les jeudis midi, prennent un cours de pilates sophrologie en ligne. Et alors d'expérience, je confirme pour le chien, effectivement, ça fait bouger. Et moi, je voudrais juste répondre à Romane, enfin pas répondre, je voudrais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec Romane. Il faut aussi associer les gens, il faut qu'eux proposent des solutions, puisque là, elle indique, en gros, le problème, c'est que voilà, les entreprises innovantes promeuvent l'activité physique dans leurs locaux, mais ne règlent pas le problème à la source. Voilà, et si les gens ne veulent pas de toute façon bouger, ça sera voilà. Et surtout, la solution individuelle ne peut être adaptée à tous. Et effectivement, nous ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on écoute beaucoup ce que veulent les gens, on propose, on a des enquêtes régulières qui nous permettent de savoir quelles sont les envies des collaborateurs pour pouvoir proposer des solutions. Il faut absolument aussi, tout à l'heure on a parlé du collaborateur individuel, on a parlé du manager, on a parlé de l'entreprise, mais il faut aussi penser au collectif, à ces gens qui se retrouvent, comme dans la conversation dont parlait Virginie, qui n'ont aucun lien entre eux, par exemple au travail, mais qui constituent un groupe qui a envie de faire des choses ensemble. Cette solution du chien, etc. Il faut vraiment qu'on œuvre, je pense, dans plein de champs différents.
Il y a de la responsabilité de l'entreprise de proposer des choses et d'être attentive, etc. Il y a de la responsabilité du côté des médecins du travail, des ergonomes, des ressources humaines qui doivent accompagner, être attentifs, etc. On doit inciter les gens à être aussi responsables de leur santé et puis les inciter aussi à réfléchir ensemble à des solutions. Pour répondre à Dimitri, je pense que nous n'avons pas intérêt à opposer les intérêts économiques des entreprises, parce que c'est vrai que nous recherchons la productivité, la rentabilité, mais je pense qu'il ne faut pas opposer productivité et rentabilité et santé, qu'elle soit publique, collective ou publique. En fin de compte, quand on appuie sur certains leviers, si on joue pour tout, très, très clairement, qu'une entreprise mette en place des activités pour faire en sorte que ses employés se sentent mieux et donc travaillent mieux et plus, ça ne me choque pas vraiment. Parce que finalement, il va y avoir des retombées sur toutes les strates, y compris au niveau de la société. C'est-à-dire que si on prend le coût de la sédentarité au niveau des coûts pour la sécurité sociale, mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et là aussi, je pense qu'on n'a pas intérêt à opposer les enjeux pour l'entreprise et les enjeux pour l'individu, parce que je pense qu'on risquerait de se tromper. Parce que là aussi, je reprends un autre exemple, quand on voit ce qui se passe dans les écoles, on voit certains parents qui reprochent aux écoles de mettre des frites à la cantine. D'accord ? Et on remarque que les familles qui reprochent à la cantine de proposer des frites aux élèves sont aussi les familles, des fois, qui ne proposent pas forcément une alimentation très équilibrée. Et en fin de compte, la santé, l'hygiène, la sédentarité, c'est quelque chose qui travaille de manière transversale sur tous les domaines. Donc je pense que les entreprises par exemple AXA, qui font des actions en faveur de la lutte contre la sédentarité, je pense que l'un des objectifs, c'est aussi que ces comportements-là soient aussi répliqués à domicile. C'est-à-dire que ça peut être aussi une forme d'ambassadeur pour ce qui se passe à la maison. Alors bien sûr, c'est peut-être un peu idéal, mais je pense que là aussi, si on arrive à toucher une toute petite proportion de la population, ça peut être important. Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment en conciliant les intérêts santé publique, économique, que tout ça est lié, parce que de toute façon, la santé a aussi un coût économique. Oui, justement, Jérôme, comme tu dis, l'activité physique actuellement, c'est ce qu'on appelle comment dire, c'est une reconnaissance d'un traitement non médicamenteux. On a des effets qui sont similaires à certains traitements médicamenteux, sauf que, comme on le dit, il est toujours plus simple de prendre un cachet le matin quand je me lève que d'aller faire une activité physique. Donc, quelque part, c'est un comportement où il faut un volontariat et une prise de conscience entre ces deux techniques, on va dire, de soins ou d'accompagnement, et c'est pas simple. Et ce qui avait été dit aussi en commentaire, si je ne me trompe pas, il y a deux niveaux aussi. Actuellement, on parle beaucoup de comment on peut lutter contre la sédentarité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le niveau supplémentaire qui doit arriver par la suite, c'est atteindre les recommandations en activité physique sur une journée, qui sont encore au-delà de simplement lutter contre la sédentarité, pour qu'on ait des effets positifs sur notre santé. Et là, on entre sur le champ un peu plus privé, justement, où il va falloir comment dire, que la personne ait un changement de comportement pour réussir à atteindre ces recommandations. Merci, et puis merci pour toutes les remarques dans le chat. C'est très intéressant de pouvoir échanger à ce propos-là. Et du coup, je rebondis sur ce que Romane a écrit. Romane, je sais qu'elle est étudiante en ergonomie à Clermont-Ferrand. Et du coup, Morgane, j'ai une question pour vous. C'est quoi la place d'une ergonome en ce moment dans une société qui n'est pas en présentiel? Et comment on a un rôle sur cette sédentarité? En fait, de manière générale, on peut intervenir en entreprise autour de 3 objectifs. Déjà, faire un état des lieux d'une situation problématique, chercher aussi des solutions, un plan d'action pour améliorer une situation, mais aussi faire de la sensibilisation, comme vous venez de le dire, pour que les actions aussi proposées soient pérennes. C'est-à-dire que oui, on peut mettre en place un plan d'action, mais derrière, il faut qu'il y ait justement cette sensibilisation à tous ceux qui vont être concernés pour que finalement, ils comprennent la problématique et le prennent en main aussi individuellement. Donc pour cela, en général, les chiffres, les enquêtes, on en a déjà utilisé un petit peu, mais sont souvent utilisés parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Donc pour exemple, je vous l'avais également donné pendant la préparation, en France en 2015,
la sédentarité a été évaluée sur des adultes en situation professionnelle en moyenne à 7h28, avec 55% de ce temps pour le travail en cumulé, 30% pour les loisirs et environ 15% pour les transports. Et pour ceux qui estiment faire un travail principalement assis, donc avec une sédentarité forte, on passe même à 9h46 en fait au total sur la journée de véritable sédentarité, dont 64% pour le travail. Donc on voit que le travail globalement représente plus de la moitié de ce temps sédentaire. Il y a donc une responsabilité en fait à la fois individuelle, comme vous l'avez dit, puisque ça correspond quand même à une grande partie, mais aussi une responsabilité des employeurs à instaurer. D'où une sensibilisation en fait plus globale que seulement le monde du travail. Et on le voit d'ailleurs de plus en plus qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui prennent ce sujet en main à travers des demandes de sensibilisation, d'aménagement de poste, que ce soit en lien avec une pathologie ou pas, ou même d'aménagement d'espaces de travail, de services tout entiers, pour faire en sorte qu'il y ait par exemple plus de flux de personnes et donc moins de sédentarité. Donc essayer de réaménager les espaces. Bon, en ce moment, évidemment, avec le télétravail, c'est moins fait, en tout cas, c'est moins visible sur la sédentarité. Et justement, la difficulté de ces interventions qu'on peut faire, nous, en tant qu'ergonomes, c'est qu'aujourd'hui, on peut principalement jouer sur l'analyse des postes en interne dans les entreprises. Donc faire de la sensibilisation, modifier l'agencement, vous le disiez, l'organisation du travail, les différentes tâches. Mais par contre, c'est très difficile de jouer sur les conditions de télétravail. Et aujourd'hui, on a des demandes assez récentes justement d'employeurs pour réaliser une forme de document unique assez global pour le collaborateur en télétravail qui se retrouve en télétravail de façon complète aujourd'hui. Donc faire un point finalement avec cette personne sur ses conditions de télétravail, les risques professionnels qui sont existants dans son environnement propre et aussi le point sur les risques psychosociaux de la situation en tant que telle. Donc ça permet de faire aussi des préconisations qui sont associées finalement pour optimiser aussi les conditions de télétravail. Donc vraiment, les employeurs commencent à s'intéresser justement aux conditions aussi de télétravail, d'autant plus justement depuis le premier confinement, et que le travail est devenu finalement quasiment la norme. Merci Morgane. Alors pour reprendre une question du chat aussi, est-ce que ce ne sont pas des habitudes à prendre dès l'enfance? Est-ce qu'il y a une socialisation à la sédentarité ou non? Il y a une bonne partie aussi qu'on voit à l'école. C'est-à-dire que dans certains autres pays, il y a beaucoup moins de temps, même en Allemagne, il y a beaucoup moins de temps où on reste assis longtemps à étudier avec un professeur des écoles. Et on passe beaucoup plus de temps en fait à bouger globalement, quelle que soit la situation. Donc forcément aussi, on nous habitue dès l'enfance à être assis une très grande partie de notre journée. Donc il y a aussi finalement une modification peut-être de la vision de l'éducation à initier justement dès l'enfance avec ce point de vue. J'ai discuté il n'y a pas très très longtemps avec un enseignant de sport, un prof de sport qui est en fin de carrière en collège et lycée. Et il m'expliquait, je trouvais que c'était une anecdote, mais je trouvais qu'elle était assez amusante. Il me disait, quand il avait commencé sa carrière, quand il demandait à ses élèves de faire des roulades et des choses comme ça, aucun problème. Il dit maintenant, quand je demande à mes élèves de faire des roulades, la plupart ne savent pas, ne peuvent pas. Parce que là aussi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il y a une sédentarisation de nos vies, tout simplement, nos vies à domicile, etc., qui fait que nos enfants, effectivement, sont de moins en moins habitués à bouger dehors, etc. C'est assez... et là aussi, on voit bien que le sport, je rejoins Morgane, ce qui est intéressant, c'est de considérer que le sport est considéré comme une matière dans nos écoles, alors que l'activité physique devrait être quelque chose de transversal, plutôt qui a trait à la santé. Mais non, on en a fait une matière, comme les maths, l'histoire géo, ce qui dénote assez bien, je trouve, la séparation, ce que je marquais dans le chat, la séparation entre le corps et l'esprit qu'on a opéré depuis quelques instants, depuis quelques années, longtemps. Et il y avait aussi une collègue dans le chat qui faisait remarquer que c'était vraiment quelque chose qui était culturellement inscrit. C'est-à-dire que, là aussi, soyons honnêtes, les sportifs sont plutôt pas très bien vus par rapport aux professions intellectuelles dans nos cultures. Et là aussi, parce qu'on oppose l'esprit, le corps, enfin, c'est vraiment une opposition forte dans nos cultures. Et on voit bien que même chez nous, quelqu'un nous dit il est neurochirurgien ou il est ingénieur dans l'aviation aéronautique, c'est waouh,
Très simple. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis champion de France de pétanque. Ben, on sent que le regard n'est pas le même. Alors que, on pourrait très bien considérer que les activités physiques, ça demande aussi de la concentration, de l'attention, une hygiène de vie. Mais on voit bien que le regard que nous-mêmes portons sur ces choses-là n'est pas tout à fait le même. Pour compléter un peu tes propos, Jérôme, justement sur l'éducation physique et tous ces paramètres-là, ce qui est important, c'est justement le développement du répertoire moteur chez l'enfant. Toutes les activités qu'on va pouvoir lui proposer. Et on a de plus en plus d'activités, on va dire, devant des écrans chez les enfants, alors qu'avant, l'enfant, quand il rentrait, il faisait autre chose, il avait une activité même peut-être plus faible, mais il avait une activité, comment dire, extérieure, par exemple. Les recommandations chez l'enfant, c'est il devrait bouger, tant qu'il peut bouger, il devrait bouger. Sur certaines études, les enfants ont des capacités de récupération supérieures à certains marathoniens de très haut niveau. Un enfant, il se fatigue, il se pose un petit peu, il récupère et c'est reparti. Et il faudrait vraiment travailler sur ce point-là et sur proposer des activités comment dire, motrices importantes pour les enfants. Actuellement, c'est ce qu'on voit aussi en école primaire ou maternelle. Ce sont des personnes, les institutrices, les aides qui sont ici, qui font les séances d'activité physique. Dans certains cas, on a la chance d'avoir une salle motrice, on va dire, de développement moteur, mais pas partout. On n'a pas forcément la chance d'avoir un extérieur aussi qui peut être aménagé pour faire tout ça. Donc il y a le côté économique qui est venu limiter aussi la capacité à faire et à développer l'activité physique chez les enfants. Et ça complexifie un peu toutes ces choses-là. Oui, qu'est-ce qu'on demande aux enfants dès qu'ils arrivent à l'école primaire, dès le CP? Quelle est la chose qu'on leur demande le plus souvent dans la journée? Reste assis, ne bouge pas. Donc depuis qu'on est tout petit, nos enseignants nous demandent surtout de ne pas bouger. Donc, voilà, je pense que alors je ne critique pas les enseignants, mais je veux dire c'est assez révélateur de la façon dont on considère, et même nous, par exemple, dans nos réunions, ça serait compliqué pour nous, on fait une réunion, on imagine nos collaborateurs qui se déplacent sans arrêt. Enfin, donc la position statique est quand même une position qui est élevée à un rang très important dans l'obéissance, le respect de la hiérarchie. Donc on voit bien que c'est aussi un rapport au mouvement de manière plus globale. Tu as totalement raison sur ça. On a une relation qui est différente. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place parce qu'on a de plus en plus les enseignants bougent de salle pour pouvoir faire des activités. Tout ne se fait plus forcément au même endroit. On a des groupes qui travaillent différemment. Voilà, c'est en train d'évoluer. Il y a des expérimentations qui avaient été faites, il me semble, en collège, avec des élèves qui passaient sur ce qu'on appelle des vélos bureaux, où en fait on peut pédaler en ayant son bureau et puis continuer à suivre le cours. Et on a justement une augmentation aussi de la concentration et des résultats au fur et à mesure. Donc on n'y passe pas sa journée à pédaler, mais on tourne. C'est une sorte d'atelier, on va dire, qui nous permet d'être plus actifs, plus dynamiques. Et comme tu le disais, un sportif n'est pas forcément très bien reconnu à l'heure actuelle, sauf qu'il a des capacités, on va dire une intelligence motrice, on dit ça, on va dire, qui est supérieure à d'autres personnes. Il a une capacité d'analyse, de prise d'information qui est supérieure. Et quand vous faites de l'activité physique, là c'est le neuroscientifique qui a fait toutes ces études dans le domaine du sport qui va vous parler, vous faites du bien à votre cerveau de faire une activité physique. Vous allez avoir une neurogénèse supplémentaire, on va recréer des neurones, on va oxygéner le cerveau, on va lui permettre de gérer davantage de tâches. Et l'activité physique est importante. En étant sportif, tu vois, Jérôme, j'ai réussi à avoir mon doctorat. Il y a des possibilités, mais c'est vrai que la reconnaissance actuellement du sportif de haut niveau est un peu différente de ce qu'on peut avoir ailleurs. Et alors, pour faire suivre une question dans le chat, est-ce qu'il est possible, dans le cas-là, à l'UL, d'obtenir un matériel spécialisé pour aider, et même dans d'autres structures? Et si oui, qui s'occupe de ça? Alors, il y a plusieurs réponses, on va dire. Au niveau de l'UL, il y a déjà un service normalement sur l'ergonomie des postes de travail, sur toutes ces choses-là, pour faciliter, on va dire, quand il y a des contraintes, pour que ça réponde à certaines normes. Et après, sur proposer des choses qui permettent d'être davantage actifs, là, ça va être sur du rachat certainement de certains types de matériel ou sur du petit matériel, mais alors, je ne suis pas un expert des méandres du fonctionnement de l'Université de Lorraine, mais il doit y avoir un chef de service par qui ça doit remonter, ou peut-être des projets internes.
Actuellement, nous, on va aussi travailler avec la direction de la documentation et de l'édition sur plusieurs BU pour justement continuer ce qu'on est en train de faire avec l'agence comptable. Donc c'est un désir qui a été remonté par Martin Gessler de la direction de la logistique interne, de justement petit à petit étendre des solutions que l'on va pouvoir avoir à différents services. Mais il n'y a pas une solution globale actuellement. Merci. Et pour AXA, par exemple, s'il y a un besoin de ce type, est-ce qu'il y a une direction, des personnes qui sont spécialisées là-dedans et Oui. Oui, en fait, nous avons chez AXA depuis de nombreuses années un accord dans l'entreprise favorisant l'inclusion. Et donc, qui dit inclusion dit toutes les situations de ce type. Et donc, un service prend en charge ces demandes, bien sûr en lien avec la médecine du travail et avec les ergonomes pour pouvoir adapter le poste de travail pour la personne. Voire même, je voyais la personne dans le chat qui parlait de ses déplacements. Nous prenons en charge, par exemple, des déplacements taxi, nos aménagements, le temps de travail, l'organisation du travail, les outils qui sont mis à disposition. Voilà, enfin, on a une expérience assez longue de ce sujet. Forcément, nous sommes assureurs, donc la question de la préservation de la santé nous touche bien sûr pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs. Merci. Et on a une question alors dans le chat qui est: que pensez-vous des tables électriques pour alterner travail assis debout? Mais au-delà de ça, et on en a parlé en réunion de préparation, il y a des fausses bonnes idées. Et voilà, c'est ma question. Le passage assis debout est intéressant, on va dire, pour des contraintes articulaires, de retour veineux, toutes ces choses-là. Par contre, ce n'est pas une activité qui va vous permettre d'avoir une dépense énergétique supplémentaire. Elle va être très limitée. Donc c'est une bonne idée dans certains types de pathologies, dans une démarche, on va dire, de prévention aussi des TMS. Par contre, sur une augmentation de la dépense énergétique, il faudrait être sur un vélo ou alors il faudrait un petit tapis pour marcher avec en même temps. Et là, on va augmenter votre dépense énergétique. Mais simplement lever la table va avoir un effet limité sur le côté dépense énergétique. Et je pense que Morgane pourra peut-être compléter justement sur le côté TMS. Bah, c'est exactement ça. C'est que c'est très positif pour limiter justement les troubles musculo-squelettiques, puisque vous allez changer de position et vous pouvez aussi adapter les hauteurs. Donc ça va pouvoir être adapté aussi individuellement parlant à vos postures, vos besoins, vos pathologies et aussi les caractéristiques physiques de chacun. Par contre, je rejoins Mathieu, ça va relativement peu jouer sur le phénomène de sédentarité, puisqu'on retrouve en fait surtout du piétinement. Donc au final, sur le corps, en tout cas, on va avoir très très peu de conséquences positives en termes de retour veineux, etc. Enfin, tout le côté positif finalement de véritablement marcher. Le piétinement, on le sait, n'a pas autant d'aspects bénéfiques à ce niveau-là. En revanche, les tables debout, être debout autour d'une table, c'est très bien pour les réunions. Il y a de très belles études qui montrent que faire une réunion debout, en fait, les réunions durent beaucoup moins longtemps. Parce que là aussi, parfois, on a l'impression que ça peut être un sport national où on aime les réunions, quoi qu'on en dise, il y a des personnes qui aiment bien les réunions. Et en fin de compte, certaines études montrent que pour un contenu équivalent, les réunions debout, les gens restent beaucoup moins longtemps. Et en fait, les solutions sont trouvées plus vite. Alors là aussi, ce n'est pas forcément une solution idéale, mais l'idée étant, de toute façon, si on ne trouve pas, je pense qu'on a tous vécu des réunions qui s'éternisent. Eh bien, les études montrent que si on est debout, on n'a pas envie d'éterniser la réunion. Donc il y a des effets bénéfiques aussi en termes d'impact sur l'organisation et la charge de travail qui sont intéressants. Je compléterai avec une petite astuce aussi pour les réunions. C'est celle de ne plus autoriser les portables. Je ne parle pas des téléphones, je parle des PC. C'est simplement que les gens viennent en réunion avec une feuille de papier, qu'on revienne à des choses très basiques. Et généralement, on est beaucoup plus concentré. Et alors pour rentrer dans le sujet, quelle solution concrètement on propose, par exemple à l'agence comptable ou quand on est en réunion avec une entreprise ou chez AXA, qu'est-ce qu'il y a de concret et est-ce que ça s'applique à tout le monde? Alors, ce qui va être proposé à l'agence comptable,
comme je vous ai dit, ça va être en fonction de possibilités d'aménagement de site ou des choses de ce type-là, donc avec des salles peut-être plus actives et des salles peut-être plus de détente, parce que on va répondre à deux contraintes différentes. Une, bouger davantage, et une autre, lutter contre certaines émotions, l'anxiété, le stress, par exemple, qu'on peut retrouver. Donc ça va être des points importants. Et on va aussi proposer, c'est des boîtes à outils, quelque part, d'utilisation du matériel ou de ce qui devrait pouvoir être fait à mon poste de travail pour que je puisse limiter, on va dire, des positions peut-être vicieuses ou limiter mon inactivité, permettre de la mobilité articulaire, limiter certaines douleurs qu'on a pu constater. Ça sera important. Et puis, c'est accompagner ces collaborateurs justement sur ces nouvelles activités. Peut-être faire des activités découvertes une fois par mois de certaines activités dont ils n'ont pas l'habitude, ou alors proposer des interventions venant de l'extérieur pour leur faire découvrir des techniques de sophrologie, de relaxation. Ça peut être des techniques. Ce qui nous avait été aussi demandé, c'est pourquoi pas un sac de frappe ou un punching ball dans certains cas, parce qu'on va avoir une dépense énergétique et puis une libération un peu de toute l'anxiété qui aura pu être accumulée au cours de la journée. Donc il y a plusieurs réponses, on va dire, plusieurs possibilités. Oui, je pense effectivement, pour compléter, il n'y a pas de solution unique. J'ai l'impression qu'il y a quatre facteurs ou 4 directions dans lesquelles on peut travailler. La première direction, c'est ce qui concerne la direction des préconisations et incitations. C'est-à-dire qu'on peut pas, je pense que c'est une alternative qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est-à-dire préconiser et inciter les collègues, il ne s'agit pas de les obliger, ça veut dire que ça passe aussi par des phases d'information. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la modification des environnements. Donc là, on en a parlé, par exemple, adapter les mobiliers, organiser les espaces de travail. Donc les modifications environnementales sont le deuxième levier. Les jeux et les défis, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin, mais c'est quelque chose, ce qu'on appelle les challenges, les jeux, les défis, ça peut être intéressant aussi. Voilà, là aussi, à juste titre, parce que le plaisir au travail, c'est aussi quelque chose de très important. On passe beaucoup de temps au travail, donc si les gens peuvent aussi, alors s'amuser, peut-être un bien grand mot, mais au moins y prendre parfois du plaisir, partager des choses comme ça. Donc je pense que les défis et les challenges, c'est une troisième piste. Et la quatrième piste qu'on a évoquée plusieurs fois, c'est la piste des nudges. Donc c'est comment faire modifier de manière implicite, comment faire modifier les comportements des individus sans être dans l'injonction et dans l'ordre. Je pense que voilà, c'est ces 4 leviers, en sachant que chacune et chacun d'entre nous on n'est pas sensible au même levier. Alors, pour certaines personnes, une incitation pourra suffire. Pour d'autres, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, je pense qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux pour être à peu près sûr de toucher un panel assez important de collaborateurs. Merci. Et ça va, alors les commentaires dans le chat vont dans ce sens-là. Et alors, je vous laisse poser peut-être vos dernières questions dans le chat avant de conclure ce webinaire. Est-ce que peut-être nos intervenants ont des dernières choses à nous faire partager? J'ai envie de réagir sur la dernière question, parce que quand je vois des réunions de 3 heures, moi, ça me fait un peu bondir. Parce que j'ai l'impression que l'avantage de ces confinements et de ces nouvelles méthodes de travail, c'est qu'on est arrivé à des choses un peu plus efficaces. Alors, quand je dirais efficace, c'est vrai qu'il y a parfois des réunions qui ne sont pas productives et qui duraient des heures. Et en fait, c'est l'occasion de réfléchir à une nouvelle manière de travailler ensemble, un nouveau mode de management aussi peut-être, une nouvelle manière de construire des relations dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on a supprimé toutes les réunions qui durent plus d'une heure, ça ne sert à rien, on ne s'écoute pas, on se plus, etc. En revanche, utiliser des outils comme Teams pour partager, regarder la sorte de fil de réunion, on s'est dit plein de choses intéressantes très très vite sans avoir forcément tous besoin de prendre la parole. Donc en fait, on est en train de réfléchir à cette nouvelle manière de faire qui était déjà existante chez nos informaticiens qui, eux, se réunissaient tous les matins 10 minutes debout. Hein, c'est le Note Meeting qui permet de très très réactif, de très vite voir les sujets urgents plutôt que de faire une grande réunion très longtemps et de varier les espaces de travail également. Voilà. Justement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Virginie, mais aussi ce qu'a dit Jérôme avant. On a beaucoup échangé ce matin autour de sédentarité, activité physique versus activité physique. Or, la sédentarité, c'est un ensemble. Il n'y a pas que l'activité physique. Il y a aussi tout ce qui tourne autour du travail en commun. On est vraiment, je crois, il faut être attentif aux deux choses à la fois.
et pas seulement trouver des solutions qui sont des solutions dans l'ordre de l'activité physique, hein. Il faut vraiment travailler sur d'autres aspects. Merci à vous. Je laisse du coup la parole à Jérôme si tu veux conclure cet événement. En guise de conclusion, je tiens vraiment à remercier vraiment tous les intervenants, l'ADEPAS, l'UL et puis aussi toutes les personnes qui ont pris de leur temps ce matin pour rester assis devant leur écran. Donc on a ajouté de la sédentarité. C'est vrai. Mais je remercie vraiment beaucoup tout le monde pour les échanges, les questions, les remarques, c'est super intéressant. Nous aussi, ça nous permet vraiment d'avancer dans nos réflexions. Alors c'est toujours intéressant et on voit bien que le cœur du problème, c'est l'humain, le comportement de l'humain, parce qu'on voit bien que dès qu'on parle même de cet environnement, de modification de l'environnement, de mobilier, d'accompagnement, c'est toujours l'humain qui est au cœur de tout. Donc on sent que c'est bien sensé, c'est vraiment l'humain qui est le plus compliqué, sur lequel il est le plus compliqué d'agir. Et puis aussi, les personnes ce matin sont très motivées et très intéressées par cette thématique, mais n'oublions jamais aussi que nous-mêmes, on n'est pas forcément les meilleurs, les mieux placés. Je prends toujours l'exemple de la télécommande. La télécommande est un objet qui a été inventé par une personne qui était tétraplégique. Donc, c'était une personne qui ne pouvait pas bouger. Et donc, elle a inventé un dispositif qui lui permet d'allumer la lumière, baisser les volets. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques années? Nous toutes et nous tous, nous avons beaucoup de télécommandes chez nous. Donc un objet qui était à l'origine créé pour permettre à des personnes non mobiles de pouvoir agir sur l'environnement, nous sommes appropriés cet objet-là, alors que nous étions mobiles, pour être le moins mobile possible. Donc on voit bien que c'est vraiment presque une réflexion à de tous les instants, je dirais une autocritique, pas vraiment une autocritique, mais des fois, regardons ce que nous-mêmes on a bien envie que les gens soient moins sédentaires, mais quand même, on achète et on s'équipe pas mal de choses pour être, nous, le moins mobile possible. Donc c'est toujours un peu un paradoxe. L'humain est comme ça, hein, c'est qu'on est toujours à la recherche de l'économie. Alors, quand je dis économie, ce n'est pas financière, mais le moins de mouvement possible. Donc on recherche l'efficacité. Et voilà, donc c'est toujours un petit peu ce paradoxe. Comment faire en sorte qu'on puisse, et encore une fois, on voit bien qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est vraiment au maximum à co-construire ensemble des solutions avec les collaborateurs. Je pense que c'est le principal. Merci Jérôme, merci à tous. Et alors pour répondre à la dernière question, oui, l'événement il sera disponible en replay. Vous aurez un mail très prochainement avec toutes les dernières infos. Merci à nos intervenants et merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. Et du coup, je suppose que c'est à ce moment-là où on se souhaite une très bonne journée et puis de bouger du coup. Merci Chloé. Merci à vous. Au revoir à tous. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir.